surprise, en tout cas pour moi, le télétravail n'était pas du tout un critère de recherche et d'acceptation d'un poste. Donc là, on a essayé de se demander pourquoi en fait les jeunes ne voulaient pas forcément de télétravail. Et une piste d'explication potentielle, ça serait les jeunes ont subi l'école en ligne pendant en 2020, en 2021 et potentiellement en 2022 et du coup ont besoin de revenir au bureau, de créer du lien avec leurs collègues, de se voir en vrai, de déjeuner, de passer des moments informels ensemble. Hello vous! Bienvenue sur Le Sens au Carré, le podcast sur la quête de sens et un podcast produit par Awake pour les jeunes de tous les âges. Ici, on se pose des questions et on partage des tips, des expériences qui nous accompagnent au quotidien pour mettre plus de sens dans nos actions. Je m'appelle Lucie et dans la vie, ce qui me donne du sens, c'est d'accompagner les jeunes dans leur connaissance de soi avec de l'humour et des thèmes qui me passionnent. Je suis aussi responsable digital chez Awake, une entreprise qui conçoit et anime des ateliers de connaissance de soi dans le but d'aider les jeunes à mieux se connaître pour libérer leur potentiel et trouver leur voie. Je suis aussi ingénieure en informatique et comédienne, deux choses tellement éloignées que ça fait de moi une sorte d'athlète de haut niveau dans la quête de sens pour donner du sens à mon parcours. Allez, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. 59% des jeunes trouvent leur futur poste grâce au bouche à oreille. Et ça, selon l'étude menée par Youth Forever et Awake en 2023. Et oui, je suis très fière aujourd'hui de vous annoncer que nous avons participé à l'étude de Youth Forever au sujet des jeunes et de la cruciale étape de la recherche d'emploi. Alors Youth Forever, c'est quoi ? Fondée en novembre 2021, en pleine pandémie, cette association a pour mission d'aller vers une jeunesse qui peut parfois manquer de confiance sur un plan psychologique, économique et professionnel. Aujourd'hui, en observatoire, il poste régulièrement des études autour de l'emploi et de l'orientation. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël et Lou avec qui j'ai eu le plaisir de coopérer sur la réalisation de cette étude pour nous parler de ce gap entre les entreprises qui cherchent à recruter des jeunes et des jeunes qui ont du mal à trouver du travail. J'espère qu'il viendra déconstruire quelques pensées limitantes sur l'emploi comme j'ai pu en avoir avant de réaliser cette étude. Et surtout, bonne écoute! Bonjour Lou et bonjour Raphaël. Lou et Raphaël, vous faites partie de Youth Forever et c'est aussi pour ça qu'on se revoit aujourd'hui. Bienvenue dans Le Sens au Carré. Est-ce que vous pouvez vous présenter en me donnant votre nom, votre âge et une autre chose qui vous ferait plaisir pour vous présenter? Bonjour, merci de nous avoir invités pour ce podcast, Lucie. Donc, moi, c'est Lou, j'ai 26 ans et j'avais envie de vous parler de mon déjeuner de ce midi qui était avec un des anciens professeurs de lycée que je suis allée voir notamment pour lui présenter notre association et un des projets qu'on souhaite mettre en place sur l'action de l'orientation. Trop mignon. C'était dans ton lycée? C'est ça, c'était dans mon lycée. Ok, c'est trop bien, ça fait lien en plus avec le sujet du moment. On en reparlera, je pense. Ok, merci Lou. Et toi, du coup, Raphaël? Et du coup, Raphaël, enchantée, moi j'ai 24 ans, ça fait 1 an et demi que je suis chez Youth Forever. Je m'occupe des sujets, un petit peu de partenariat, un petit peu d'observatoire, un petit peu d'événementiel. Et ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est passer du temps avec mes amis, le week-end principalement, sortir boire des verres quand il fait beau. Pas trop en cette saison, mais voilà. Et j'aime bien aussi me reposer et rester chez moi toute seule. Les plaisirs simples, finalement. Netflix and chill. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir parce qu'il faut savoir qu'avec Awake, on a eu l'occasion du coup de travailler avec Youth Forever dans le cadre d'une enquête entre les jeunes et l'emploi. Et lors de cette enquête, on a fait la connaissance du coup de Lou et Raphaël qui ont vraiment fait un taf de malade avec leurs équipes sur l'enquête, mais aussi sur tout ce qui concerne le design, la façon dont c'est proposé aux étudiants. Donc vraiment, il y a un taf de malade. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette enquête dès qu'elle sortira. La première question que j'avais envie de vous poser à vous deux, c'était finalement Youth Forever, c'est quoi? Donc c'est une grosse question comme ça, mais j'aimerais bien savoir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la mission, les valeurs. Finalement, le métier de Youth Forever, ça consiste en quoi? Du coup, pour parler de Youth Forever, généralement, ce que je dis souvent quand je présente la structure, je dis souvent qu'on fait le lien entre jeunesse et entreprise, qu'on prend d'un côté la main de la jeunesse et de l'autre la main de l'entreprise, de l'écosystème d'entreprise, pour vraiment faire le lien entre les deux, faire le pont. Et je pense qu'il est aussi important pour comprendre l'association, c'est de comprendre réellement la genèse de notre structure, et notamment la manière dont on est né du coup en novembre 2021, il y a un peu plus de 2 ans. À la base,
d'une étude qui avait pour objectif de comprendre l'impact du Covid sur les moins de 25 ans. Et notamment, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y a eu 2 constats forts qui ont ensuite permis la création de l'association. D'une part, on s'est rendu compte qu'il y avait une détresse plurielle à l'égard de cette jeunesse, donc à la fois une détresse psychologique, économique, professionnelle et psychologique. Et en même temps, il y avait une forme de confiance tout de même dans l'entreprise. Et donc, à l'époque, les parties prenantes se sont dit on ne peut pas s'arrêter à juste ce constat, juste ces résultats. Il y a tellement de choses à faire sur ce sujet. On va aller mobiliser les employeurs pour travailler sur la question de la jeunesse et pour s'emparer du sujet de la jeunesse. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de nos partenaires fondateurs qui nous ont aidés à nous lancer. Et ça a été à l'époque évidemment essentiel pour pouvoir démarrer l'association. Donc aujourd'hui, évidemment, on a évolué, on a grandi, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, on a 5 piliers. Premièrement, une partie observatoire, on a gardé cet ADN observatoire. Et donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'essayer de publier à peu près en moyenne 2 enquêtes par an. Et ça nous tient à cœur d'être sur le terrain et d'aller sonder ce qui se passe dans les entreprises. Et sur le terrain de manière plus générale, en lien avec toujours la jeunesse et le rapport au travail. Ensuite, on fait beaucoup de conférences, et il y a eu beaucoup de conférences au début parce qu'on a dû parler de ce qu'on voyait dans nos études et ce qu'on voyait dans notre observatoire. Et puis à un moment, on s'est posé la question de comment passer de l'idée à l'action, comment passer de la réflexion à l'action. Et notamment, on a mis en place des formats d'ateliers où on intervient très régulièrement du coup, dans les entreprises pour sonder par exemple le ressenti des jeunes, les attentes des jeunes vis-à-vis du parcours collaborateur. Et ensuite, on fait remonter derrière tout ce qui se passe en entreprise auprès des managers, auprès des RH pour trouver des pistes d'action, des pistes de solutions concrètes. Donc ça, c'est la partie atelier. On a également des événements. On essaie de rassembler jeunesse et entreprise. On a un événement estival et un événement plutôt hivernal. L'événement estival, c'est plutôt pour mettre en avant l'engagement des jeunes et donc souvent de manière intergénérationnelle aussi. Par exemple, l'année dernière, on a mis en avant 5 raisons de pouvoir s'engager qui étaient la joie, le collectif, la liberté, le soin et la nature. Et on a fait intervenir des binômes intergénérationnels. Ça nous tient vraiment à cœur d'avoir cette vision intergénérationnelle. On a récemment aussi mené un atelier sur la question de l'intergénérationnel. Et notamment en intergénérationnel, on a questionné sur les frustrations du parcours collaborateur. Et c'était hyper intéressant parce qu'on s'est rendu compte que finalement tout le monde a les mêmes frustrations. Et donc c'était intéressant de le vivre, de l'incarner grâce à cet atelier. Mais alors du coup, attends, j'ai envie de rebondir là-dessus. Les frustrations, donc vous deux, ou Youth Forever est allé en entreprise, c'est ça? Et vous vous êtes confrontés à des équipes qui étaient intergénérationnelles, où vous, en étant plus jeune, en étant encore dans votre vingtaine, vous avez parlé à des équipes qui étaient plus âgées. Oui, tout à fait, c'est notre quotidien de parler à des équipes plus âgées. Donc si je comprends bien, vous êtes allé dans une entreprise et vous le... Ok, ouais, c'est ça. Pour reprendre sur cet atelier spécifiquement, ce qui s'est passé, c'est que c'était lors d'un événement, donc déjà c'était à Lorient, et lors d'un événement à la Coloc, qui est donc une organisation qui travaille beaucoup sur les questions de management et RH aussi. Et donc ils ont organisé une journée qui s'appelle qui était sur le thème de réenchanter le management. Et notamment, lors de cette journée, c'était donc de multiples entreprises qui étaient conviées, et également des jeunes d'écoles et de missions locales. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les personnes pendant 1h30 pour les questionner sur ce parcours collaborateur. On s'est vraiment rendu compte que d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, finalement, ce sont les mêmes frustrations, les mêmes émotions. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un formateur en entreprise assez récemment qui me disait que parmi les feedbacks qu'il avait des chefs d'entreprise, il y en avait beaucoup qui disaient, alors beaucoup, ça remet dans son contexte, hein, si je reprends ces mots, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils ne voulaient plus prendre de jeunes diplômés, qui préféraient recruter des alternants pour pouvoir les façonner, ou qui préféraient recruter des profils plus seniors et plus d'expérience, qui correspondaient mieux à la façon dont ils aimaient travailler. Et cette phrase m'a un peu brisé le cœur, parce que je me suis dit, waouh, donc on en est à un tel point de frustration chez certains profils de managers, qu'on en vient même à, en fait, on recrute plus de jeunes diplômés, mais du coup, si on recrute plus de jeunes diplômés, comment est-ce qu'ils sont censés faire leur expérience? Donc évidemment que finalement, tout ça, ça veut dire qu'eux vont se tourner vers sûrement l'entrepreneuriat pour pouvoir eux-mêmes fonder une boîte
dans lesquels ils seront reconnus, acceptés, où ils vont employer que des gens qui leur ressemblent. Donc, ça n'avait pas beaucoup de sens. Je ne sais pas si ce que je te dis fait écho, est-ce que toi, tu peux entendre aussi. Mais j'étais ultra surprise de me dire « Ah ouais, d'accord, on en est là, en fait ». En effet, ça fait pas mal écho ce que tu entends. Et c'est vrai que nous, on observe que parfois, il y a de plus en plus de stéréotypes ou de clichés en fait, vis-à-vis des jeunes. Et c'est vrai que globalement, on observe qu'il y a un manque de confiance. Et c'est réellement dommage parce que la génération de demain ne peut pas s'en passer. Et pour autant, nous, on ne pense pas qu'il y ait de conflit intergénérationnel. De tout temps, on pense que c'est un sujet qui a existé, que c'est normal d'avoir des différends entre aînés et plus jeunes, et que c'est pas pour autant une problématique. On pense qu'il y a des réels manques de communication, peut-être un besoin de plus de dialogue. Pour autant, on ne pense pas qu'il y ait réellement de fracture. Et c'est vrai que cette confiance peut avoir été abîmée chez certains. Et donc c'est aussi notre rôle au quotidien de faire regagner cette confiance des entreprises vis-à-vis des jeunes et inversement. Et dans justement ce manque de confiance qu'il peut y avoir dans la jeunesse, qu'est-ce qui revient en fait? C'est parce comment on peut plus manquer de confiance à la jeunesse de maintenant que la jeunesse d'il y a 10 ans? Sur ce sujet, j'aurais envie de prendre ta question sous un angle différent. En tout cas, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que la confiance, on l'observe, c'est un réel enjeu, c'est un réel sujet de faire confiance à ces salariés, à ces jeunes salariés notamment quand ils arrivent en entreprise, et de manière plus globale en termes de gestion d'équipe, de management, la confiance, elle est primordiale. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Néanmoins, comment on peut en arriver là? Je pense qu'il y a ce qui se passe, selon moi, il y a un vrai un cercle vicieux en fait, qui se met en place où chacun va avoir des biais de confirmation et des présuppositions par rapport à l'autre. Et peut-être une confirmation ou deux une action ou deux vont en effet confirmer cette idée initiale. Et donc peut-être, si je prends l'exemple des jeunes ne veulent pas travailler, on aura observé une action qui fait penser que les jeunes ne veulent pas travailler. Et du coup, ça confirme mon biais. Et du coup, en fait, j'arrive en tant que manager ou en tant qu'employeur avec cette posture déjà t'es jeune, tu veux pas travailler. Et du coup, en fait, pour moi, ça braque forcément l'autre en face, puisque c'est évident que si on a quelqu'un en face de soi qui déjà n'a pas confiance en nous, qui déjà ne croit pas qu'on est capable de travailler, qu'on en a envie, ça nous met déjà dans une posture compliquée aussi pour pouvoir réellement le faire. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ce cercle vicieux qui se met en place. Et donc, d'où l'importance de le déconstruire, en tant qu'entreprise, de prendre de la hauteur et de régulièrement se poser la question de OK, niveau process de recrutement, est-ce que justement j'arrive à bien mettre en place cette confiance? Est-ce que tout est mis en place? Et on pourra en reparler, mais voilà, c'est souvent les choses basiques qui manquent dans ces types de process à la fois de recrutement et d'intégration. Et donc c'est vrai que les biais de confirmation et les postures qu'on va avoir peuvent réellement abîmer cette confiance qui est déjà fragile. Et d'ailleurs, au niveau de l'emploi, dans l'étude qui va sortir conjointement, il y a une partie With Forever où vous donnez des tips pour les employeurs pour justement attirer, donner envie et comment bien accompagner le jeune qui voudrait arriver dans l'entreprise. Et par rapport à l'étude du coup sur l'accès à l'emploi des jeunes, comment est-ce qu'ils font le choix et comment est-ce qu'ils dirigent leurs recherches, c'était quoi les clichés que vous aviez en tête avant de faire l'étude potentiellement? Ou même, quelles sont en gros les grandes phrases, les grands clichés qu'on peut avoir sur les jeunes et la recherche d'emploi? Je parle de vous parce que vous rentrez encore dans la catégorie, et j'en rentre aussi, des jeunes dans la recherche d'emploi. Donc c'est des clichés qui nous concernent et qu'on intègre aussi vu qu'on est dans un marché où on est actif déjà. Vas-y, je peux prendre Lou. Globalement, quand on début s'interroger sur les top critères des jeunes aujourd'hui, de but en blanc, ce qui ressortait pas mal de nos échanges, c'était les jeunes veulent du télétravail et la question de deux critères qu'on oppose souvent, le sens et le salaire. Donc dans la première partie de l'enquête où on est venu faire une revue littérature de ce qui existait déjà sur le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, en fonction des panels, en fonction des études, le sens primait sur le salaire, ou en fonction d'autres études, c'était plutôt le salaire, la rémunération qui passait en premier. Et surprise, en tout cas pour moi, le télétravail n'était pas du tout un critère de recherche et d'acceptation d'un poste. Donc là, on a essayé
demandé pourquoi en fait les jeunes ne voulaient pas forcément de télétravail. Et une piste d'explication potentielle, ça serait les jeunes ont subi l'école en ligne pendant en 2020, en 2021 et potentiellement en 2022 et du coup ont besoin de revenir au bureau, de créer du lien avec leurs collègues, de se voir en vrai, de déjeuner, de passer des moments informels ensemble. Ok, trop intéressant ça que tu dises que parce que c'est des jeunes qui ont connu l'école en ligne, ils savent très très bien ce que ça fait de ne pas avoir ses potes, ce que ça fait de ne pas avoir de cadre finalement parce que tu es tout seul chez toi. Là où finalement ceux qui ont entre 25 et 30 ans aujourd'hui, on était déjà actifs quasiment quand le Covid est arrivé. Et on n'a pas eu cette période où on l'a vécu de plein fouet, la visio en tout cas en cours. Ok, c'est hyper... Et dans l'étude qui va paraître, justement, on essaie de montrer ça en isolant les réponses par âge. Pour voir qu'en fonction, en effet, si tu as un jeune qui a 20 ans ou un jeune qui a 25 ans, c'est pas tout à fait... tu ne vas pas forcément accorder la même importance à tous les critères. C'est assez intéressant, on est allé creuser sur ça. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a une différence entre les jeunes qui ont aujourd'hui, qui arrivent sur le marché du travail, mais qui ont 22 ans, 21, 22 ans et en dessous, et ceux qui ont plus et qui potentiellement n'avaient pas la même expérience de vie lors du Covid? Est-ce que ça crée des réponses qui sont très différentes? Et du coup, est-ce qu'on a raison de les mettre dans le même panier générationnel ou pas? Pour moi, le moment du Covid, il a été très compliqué pour tout le monde. C'était inédit. C'était une pandémie comme on n'en avait jamais vécu. Et de fait, forcément, c'était un moment hyper compliqué, à la fois pour les jeunes qui étaient en école parce qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir suivre leurs cours en ligne, à la fois pour les jeunes qui étaient en recherche d'emploi, qui pour beaucoup se sont vus leur opportunité supprimée, à la fois pour des jeunes salariés qui se retrouvaient du jour au lendemain chez eux à distance. Ça allait être très compliqué et je ne ferai pas forcément de scission entre les jeunes qui ont vécu le Covid pendant leur parcours scolaire et ceux qui l'ont vécu pendant leur phase de recherche d'emploi ou de vie de jeunes salariés. Moi, personnellement, j'ai été diplômée en 2020. J'ai recherché un emploi à ce moment-là et j'ai intégré ensuite une entreprise en stage. Et c'était hyper important pour moi de créer du lien. Pourtant, je n'avais pas fait mes études sous Covid. Donc, il y avait vraiment ce... Enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est assez global, qui peut être aussi individuel parce que certains ont peut-être plus besoin de créer du lien que d'autres. Mais en tout cas, je ne ferai pas de scission. Je pense que le Covid, ça a été compliqué pour tout le monde et qu'aujourd'hui, on est tous ravis de se retrouver et de créer du lien, notamment dans le cadre de l'entreprise. Non, mais je pense que c'est important, effectivement, de pouvoir le dire et aussi presque de le prouver par les chiffres, que les choses à ce niveau-là n'ont pas forcément changé depuis 20 ans et qu'on part avec la même base de besoins. Donc ça, c'est chouette. Dans cette étude, quel type de jeunes on touche? Est-ce qu'on s'intéresse à juste une cible particulière ou finalement c'est assez général? Alors, on a une étude qui est en partenariat avec Awake ici. Donc, on a eu principalement des jeunes qui ont... Enfin, même pas principalement, mais que des jeunes qui ont participé à des ateliers Awake. Du coup, en termes de représentativité, on a plutôt des jeunes qui sont dans des métropoles, grandes et moyennes villes. On a eu beaucoup de répondants avec des âges très écartés. Je crois que c'est entre 14 et 37 ans l'écart maximal. Avec beaucoup de répondants plutôt autour de 20, 21 et 24 ans, on va dire à peu près. Et du coup, des personnes qui sont en études, donc que ce soit lycée, bac et post-bac, études supérieures. Voilà, donc on est au courant qu'il nous manque un petit peu de représentativité par rapport à la jeunesse française, notamment sur les personnes qui sont dans des zones rurales ou qui sont à des niveaux d'études. Là, en termes de... Je pense qu'on a beaucoup plus de bac plus 3, il me semble. Bac plus 2, bac plus 3, 4, 5. Oui, il manque, en tout cas pour pouvoir faire un panel complet, il manquerait les zones rurales par exemple. Ok. Et est-ce que vous, dans vos recherches en amont, vous avez trouvé des choses sur justement comment est-ce qu'on s'oriente vers l'emploi quand on est dans ces zones-là rurales plus éloignées
C'est vrai qu'il y a des dynamiques très, très différentes en fonction des régions, des villes, etc. Ce qu'on a observé d'abord, c'est qu'il y a un vrai sujet sur la question de la mobilité et que d'une ville à l'autre, si le réseau métro, bus, etc. est bien mis en place, évidemment, ça facilitera la recherche d'emploi chez les jeunes. Et on avait noté notamment dans notre premier chapitre que c'est vraiment un des freins sociaux qui va complexifier la recherche d'emploi. Et donc, on a notamment étudié cette question des freins et de la recherche à travers le lieu d'habitation. On s'est posé la question en fonction d'où je viens en termes de lieu d'habitation et quel sera mon impact sur la recherche d'emploi. Et ce qu'on a noté notamment, c'est qu'il y a des vraies dynamiques en fonction des régions. Notamment, on avait récolté donc, deux grosses bases de données qui ont été créées de mémoire là à chaud en 2012 et en 2022, donc à 10 ans d'écart. C'est notamment l'Observatoire des territoires qui fait un gros travail de récolte de données pour comprendre la répartition des NEETs, donc des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en école. Donc c'est l'acronyme anglais, mais on pourra vous remettre cet acronyme. Mais concrètement, donc les personnes qui sont nous insérées en tant que jeunes, et ça représente aujourd'hui à peu près 12% de la population. Et donc on observe que le taux de personnes non insérées, donc NEETs, est très différent en fonction de où on habite en France. Il y a des dynamiques typiquement de mémoire, je crois qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne, il y a un assez faible taux de personnes non insérées NEETs, alors que par exemple en région Outre-mer, les taux sont très élevés. Par exemple dans le sud de l'Occitanie, c'est également le cas. Donc il y a vraiment des dynamiques régionales. Et également, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu cette base de données elle a été actualisée, notamment en 2022. Et on observe qu'entre 2010 et 2022, finalement, il y a peu d'écart. Et c'est un vrai sujet avec beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'analyse, elle est bien plus complexe en réalité. Mais ça nécessite du temps, en tout cas, c'est ce qu'on observe, pour changer les dynamiques des bassins en termes d'emploi. Ok. Et comment, vous deux, comment est-ce que vous avez choisi de vous orienter? Pourquoi vous avez fait ce choix-là professionnel? À quel moment Youth Forever vous apparaît être un bon choix par rapport à autre chose dans votre façon de vous orienter? Raphaël, si tu veux commencer. Alors moi, j'ai fait mon alternance à Paris. Il faut savoir que je suis lyonnaise à la base et j'ai fait mes études à Lyon. Et en fait, je fais mon master en alternance. Je cherchais une alternance à Lyon avec des critères assez spécifiques parce que pour moi, à titre personnel, le sens est assez fort dans mon travail. Je voulais que ça prenne une place importante. Et du coup, je voulais être assez alignée avec ce que j'allais faire comme métier. Et en fait, en faisant mes recherches, je n'ai pas trouvé du côté de Lyon. Et donc, je me suis dit, à Paris, pourquoi pas. J'ai envoyé un premier CV, j'ai été prise à Paris et j'ai fait 2 ans d'alternance à Paris. Et en fait, c'est via cette alternance-là où j'ai pu rencontrer du monde, commencer à faire mon réseau professionnel que du coup, je suis tombée sur Youth Forever, sur Jasmine. Donc, Jasmine qui est la directrice générale de l'asso. Et à ce moment-là, elle recrutait pendant que moi, j'étais en train de terminer mon alternance. Donc voilà. J'ai fait premier entretien que j'ai pas apprécié d'ailleurs, pour l'anecdote. J'étais pas trop à l'aise au premier entretien et finalement 1 mois et demi plus tard on s'est rappelé et là gros coup de cœur. J'ai vraiment apprécié, j'étais alignée avec le projet et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on est une toute petite structure. Là on est 6 aujourd'hui dans l'équipe, mais quand j'ai été recrutée, il y avait que Jasmine à ce moment-là. On avait 2 recrutements en même temps, mais du coup il y avait tout à construire et c'est ça qui m'a plu aussi. Ok, et toi, depuis que tu as commencé tes études, c'est important pour toi l'impact que tu peux avoir et les valeurs et l'alignement, ou c'est quelque chose qui date d'il y a beaucoup plus longtemps pour toi? Alors, moi j'ai commencé à être engagée plutôt au lycée, avec un axe assez action individuelle de zéro déchet. J'étais à fond dans le zéro déchet au lycée. Et après, quand j'ai commencé les études, je suis tombée sur l'association de développement durable de ma fac, de l'Université catholique de Lyon, donc qui regroupait des gens de plein d'écoles de la Catho.
Et en fait, assez vite, effet boule de neige, je me suis retrouvée à être présidente de cet asso un an plus tard. Et en fait, à rencontrer encore plus de monde et à m'engager dans des assos à d'autres échelles. Donc là, c'était une échelle toute petite des 2 campus de Bucli. Et au final, un an plus tard, j'étais dans des assos avec des échelles européennes, nationales, françaises, Ok. un rayonnement international parfois sur certains axes. Et donc, en fait, cet engagement bénévole à ce moment-là, dans les associations militantes, plutôt du côté de l'écologie, m'a fait me dire, en fait, je peux pas laisser ça que pour le week-end. C'est un truc qui est tellement intégré dans ce que je fais tous les jours que je peux pas avoir un métier qui va contre ça. Ok. Ah, c'est fou. Vraiment l'épanouissement que tu as eu pendant les études supérieures qui a fait le sens derrière pour toi de ok, comment est-ce qu'on transforme l'essai. Et je sais pas, tu me diras Lou si c'était pareil pour toi, mais c'est vrai que moi aussi, les expériences que j'ai eues au lycée et même en école après, en m'engageant, m'ont donné envie et m'ont presque formée pour ma vie future après. J'organisais des séminaires BDE, enfin des week-end ski BDE quand j'étais en école. Aujourd'hui, j'organise toujours des séminaires pour ma boîte. C'est des trucs où tu dis, en fait, j'aime bien, j'ai une zone de talent que j'ai là. Et du coup, c'est trop cool que toi, t'aies su te dire, ok, si c'est ça ma zone de talent, alors je vais chercher quelque chose dans cette zone-là. C'est trop chouette. Toi, du coup, Lou? Donc, pour prendre la suite de Raphaël sur cette question de pourquoi Youth Forever, c'est vrai que moi, le monde associatif, ça fait 4 ans que j'y travaille, maintenant quasiment. Et ma première expérience, elle a eu lieu en 2017, c'était fin de 2017-2018, de mémoire, fin de 3e année d'études. Et j'avais fait 2 stages auparavant, un dans la prospection téléphonique et un plutôt à l'ambassade américaine qui ne m'avait pas forcément beaucoup épanouie. Et je m'étais beaucoup posé la question du monde associatif, notamment parce que ma grand-mère a travaillé bénévolement toute sa vie dans ce secteur. Elle s'est beaucoup dédiée à l'associatif, elle a monté sa propre association et donc je pense que j'avais un peu baigné dans ce sujet. Et notamment, du coup, j'ai voulu tester l'expérience. Et donc, la première expérience que j'ai eue, c'était un stage en 2017. C'était une expérience assez révélatrice et importante dans une association qui s'appelle Yes Academia, qui travaille notamment sur des parcours d'accompagnement de jeunes pour les aider à réfléchir, à la fois se trouver, à la fois monter un projet, réfléchir à leur projet professionnel. Enfin, c'est un programme assez enrichissant avec une phase à l'étranger, une phase de création de projet, etc. Et également des ateliers d'accompagnement, donc finalement assez similaires à Awake. En fait, j'allais dire, il y a des valeurs. Et c'est vrai que ce moment-là, pour moi, il a été charnière parce que je suis arrivée au moment où il y a eu, on avait reçu des fonds pour un projet, donc c'est notamment un projet en partenariat avec d'autres pays. On accueillait des jeunes d'autres pays en France, et donc j'ai un peu pris le lead sur ce projet. Et c'est un projet qui était extrêmement intense parce que je suis restée finalement que 2 mois dans ce stage, mais je travaillais tous les jours, sur des gros horaires. C'était hyper intense, en même temps hyper stimulant et j'ai énormément appris. Et c'est vrai que même si c'était dur, ça a été un peu pour moi une révélation. Sur le moment, je me suis un peu dit, pas sûre de faire ma vie associative, c'est hyper intense. Je pense pas que ce soit ça que je veux, mais au final, par la force des choses, j'y suis revenue et en fait, je me voyais pas faire autre chose. Et notamment, j'ai fait du bénévolat dans une association 1 jour par semaine pendant mon master. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ensuite, j'ai atterri dans le monde associatif, dans le monde professionnel. Et puis, plus récemment, donc il y a 9 mois, du coup, j'ai intégré Youth Forever. Ce qui m'a plu notamment, c'est à la fois le côté petite équipe comme Raphaël, c'est vraiment le côté on est en développement, donc plein de choses à démarrer, plein de choses à lancer. Donc ça, c'est vrai que c'était hyper intéressant et le sujet, évidemment, me tenait à cœur également. Trop bien. C'est vrai que ça donne envie, le côté petite équipe, hyper soudée. Si là, en atelier ou en formation salon, vous avez un jeune qui vient vous voir en disant « Ok, moi j'ai l'impression d'être complètement perdu. Là, il faut que je cherche un taf. Personne ne me répond, je suis perdue. J'ai l'impression qu'on ne veut pas de moi. » La typique, je trouve que des tafs où il faut 3 ans d'expérience, mais j'en ai pas. Comment est-ce qu'on peut l'aider à y voir plus clair? Est-ce qu'il y a des ressources qu'il peut prendre pour trouver un petit peu de lumière dans le labyrinthe? Donc, pour répondre à ta question de si un jeune venait nous voir et
et quelles ressources on peut proposer. C'est vrai que cette question elle me fait beaucoup penser au sujet de l'orientation qu'on a abordé un tout petit peu au début du podcast et qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que on se rend compte qu'en fait, si les jeunes sont beaucoup perdus aujourd'hui à la sortie des écoles, à la sortie de l'université, c'est notamment parce qu'il y a très peu d'immersion dans le monde professionnel, il y a très peu de réflexion sur le projet professionnel et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle. Et donc, c'est vrai que collectivement, il y a une responsabilité, selon moi, côté entreprise, écosystème associatif et école, à se poser cette question, à la travailler pour justement anticiper ce sujet-là et pas se retrouver qu'est-ce que je veux faire, etc. J'ai pas d'expérience. Après, c'est vrai que sur le côté ressources, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui relève du mentorat, les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs de pair, de binôme, de compagnonnage, etc. Nous, par exemple, on a une formation qu'on a mise en place pour les 18-30 ans et j'en parlerai, mais évidemment, il y a plein de choses qui sont faites par plein de structures différentes. Mais nous, notamment, ce qu'on a mis en place, c'est donc un programme d'accompagnement pour les 18-30 ans qui s'appelle CENO, pour apprendre à 4 compétences, donc convaincre, écouter, négocier et opérationnaliser. Et notamment, l'idée de base, c'était ces compétences humaines, elles nous semblent essentielles à la fois en phase de recherche d'emploi, en tant qu'étudiant et contribuer à la réflexion du projet professionnel et dans une phase plutôt de démarrage dans une entreprise où on se pose la question de comment s'intégrer en entreprise, comment se développer. Et donc l'idée, c'est vraiment à la fois un mix d'intervention métier, de côté très pratique. Et voilà, c'est vrai que les compétences humaines, c'est des choses qu'on n'apprendra pas forcément à l'école, qu'on n'apprendra pas forcément dans le monde de l'entreprise et qui sont pour autant essentielles. Et notamment, cette formation a la vocation à aider à écouter, parce que c'est extrêmement important, mais aussi à être entendu, à trouver les bons interlocuteurs, à trouver les bons messages à faire passer, notamment dans la phase de recherche d'emploi. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil et des compétences qui peuvent aider dans la phase de recherche d'emploi. Ok. Et sinon, pour une question plus pratico-pratique, vous, quand vous avez vous travaillez, comment est-ce qu'on travaille chez Youth Forever? C'est quoi le chemin pour publier une étude? C'est quoi un petit peu le process qui fait qu'on arrive à avoir ce panel-là d'informations à transmettre? Globalement, on a plein de cerveaux en ébullition, H24, dans l'équipe. On se donne un objectif de publier 2 études par an, donc un rythme qu'on a plutôt réussi à tenir jusqu'à présent. Et en gros, l'idée à chaque fois, c'est... en fait, on se pose des questions sur... globalement, les questions nous viennent plutôt des personnes extérieures. Des questions qui reviennent souvent en conférence, des zones d'ombre quand on va étudier un sujet. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout exploré cette piste. Ok, nous, on va aller fouiner par là-bas. Donc, on a fait des études assez différentes. On en a fait une, par exemple, sur... la première dont parlait Lou, c'est un livre blanc sur l'intergénérationnel en entreprise, sur la jeunesse en 2020, l'impact du Covid sur les jeunes en 2020 à une échelle assez internationale. Ensuite, on en a fait une sur l'intergénérationnel en entreprise. Il y en a une autre que j'ai beaucoup aimée sur la place des jeunes dans les organes de gouvernance des entreprises, à quel point ils ont du pouvoir ou pas. Du coup une autre est très intéressante sur la fresque du parcours jeune. Et là, typiquement, cette enquête qu'on mène là sur la jeunesse et la recherche d'emploi, c'est un zoom en fait de cette enquête-là, la fresque du parcours jeune, qui vient zoomer sur le début du parcours. Et là, la question, c'est vraiment, il y a des entreprises qui recrutent, il y a des jeunes qui cherchent. Qu'est-ce qui se passe pour que des fois ça marche pas, quoi. Et pourquoi ils se rencontrent pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je me souviens de Lou qui avait eu cette tournure de phrase il y a des entreprises qui recherchent des personnes pour venir travailler. Il y a des jeunes qui recherchent un emploi. Comment ça se fait que le match se fait pas, qu'ils viennent pas se rencontrer et que ça se fait pas? Et sans dévoiler du coup non plus toute la conclusion de l'étude, mais dans un premier temps, qu'est-ce que ces questions-là, du coup après tout ce process, nous permettent de dire sur ce mismatch entre entreprises et jeunes? Donc, pour répondre à ta question concernant le mismatch et notamment ce qu'on a souhaité enquêter dans notre étude,
Et sans trop spoiler, mais sur la question des résultats, ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on a observé que finalement, ce que les jeunes recherchent, c'est beaucoup les fondamentaux. C'est-à-dire à la fois un salaire, c'est très important, il ne faut pas le négliger, à la fois l'humain, donc l'importance de l'équipe et à la fois des tâches intéressantes. Et en fait, il y a un peu un retour aussi aux basiques, aux choses simples, qui est nous aussi quelque chose qu'on constate beaucoup sur le terrain. Et en fait, on observe énormément parfois cet oubli des choses qui sont ultra simples, qui n'ont aucun coût, mais qui sont pas faites. Et en général, pour la raison pour laquelle beaucoup de personnes partent, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément bien dans les entreprises ou parce que le process, il y a des choses qui ont été loupées. Et donc, du coup, on n'accepte pas l'offre. Et donc, ça contribue à ce mismatch. Mais notamment, si je prends un exemple de choses qu'on entend souvent, j'entends régulièrement des personnes qui racontent leur intégration et des jeunes notamment, mais aussi des moins jeunes, parce que comme je vous le disais, on fait aussi des ateliers en intergénérationnel qui m'expliquent que du coup, ils sont arrivés le premier jour dans une nouvelle expérience professionnelle, les personnes étaient au courant de leur arrivée. Donc ça me paraît complètement absurde, ça paraît fou, mais pourtant ça arrive souvent. Et en fait, c'est ce genre parfois de détails, de choses assez simples qui contribuent au fait qu'on n'a pas forcément une descente d'une entreprise, ou en tout cas l'oubli de ces choses simples. Et parfois, on veut mettre en place des choses extrêmement innovantes. Et c'est important parce qu'il faut des idées nouvelles et c'est toujours très important. Mais il faut aussi déjà faire les choses simples bien, les choses basiques bien, avant de se lancer dans quelque chose de plus innovant. Si les bases ne sont pas là, pour moi, ce sera problématique. Et ça contribuera à ce mismatch. C'est vrai que c'est quelque chose que je constate aussi dans mon métier de weekeuse, c'est qu'on met souvent beaucoup d'exigences, que ce soit au niveau des formateurs, des professionnels ou même des jeunes, sur des choses qui sont déjà assez poussées, sur déjà les compétences qu'on va avoir, sur qu'est-ce qu'on va faire, sur mon impact, en oubliant parfois les basiques de ok, est-ce que j'ai bien pensé à dire à tout le monde que cette personne allait arriver? Est-ce que j'ai pensé à qu'est-ce qu'on allait faire juste dès la première seconde? Pour donner un exemple qui n'arrivait pas plus tard que la semaine dernière. Du coup, Elena nous a rejoints et j'avais pourtant tout bien fait. J'avais déjà pensé à faire le onboarding, tout ça, la to-do list. J'ai juste complètement oublié de lui présenter les locaux quand elle est arrivée. Parce que j'étais tellement dans mon truc que j'ai déjà commencé à lui dire « Bah tiens, alors voilà, ça sera ta to-do ». Et au bout de 15 minutes, je me suis dit « Mais j'ai pas montré les autres salles en fait ». J'ai complètement zappé. Et si parfois on se demandait juste ok, comment est-ce que je peux m'assurer que son expérience soit agréable et comment moi j'aimerais être accueillie finalement si je me remettais à la place que j'ai eue de personnes qui viennent d'arriver dans une entreprise ou qui postulent pour la première fois, bah, évidemment que je me serais dit la première chose que j'ai envie de savoir c'est où sont les toilettes. Mais ouais, c'est vrai. C'était une chose que tu avais dit aussi, qu'on a tous été jeunes. Encore maintenant, mais on a tous été dans notre première fois dans le monde professionnel et qu'il faut sûrement tâcher de ne pas l'oublier et pas oublier ce qui à ce moment-là a pu nous faire peur. Les choses n'ont pas changé, on a toujours envie d'avoir un bon salaire, on a toujours envie potentiellement de faire des tâches qui sont intéressantes, d'avoir un équilibre vie perso, vie pro au fur et à mesure où on évolue dans le monde professionnel. Et d'ailleurs ça, sur l'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qu'on remarque que sur les plus âgés, ou ça vient aussi chez les plus jeunes, les 18-19 ans par exemple. Sur la question de l'équilibre vie pro vie perso, c'est vrai que les résultats de l'étude, ils m'ont étonnée et je suis en train de potentiellement, au fur et à mesure, évoluer sur cette question-là. En tout cas, je me pose beaucoup de questions, notamment parce que lorsqu'on a écrit, rédigé, analysé le chapitre 1, on s'est rendu compte que c'était un critère qui revenait énormément dans toutes les ressources qu'on lisait sur cette question, sur la question de la jeunesse, de la recherche d'emploi et des attentes des jeunes. Et notamment, l'équilibre vie pro et perso était un gros sujet. Et ça m'a pas surpris à ce moment-là parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet également pour moi. Dans mes entourages, c'est un sujet. En tout cas, tout le monde est conscient que le travail est également très important, mais voilà, il n'y a pas que le travail et c'est bien de trouver son équilibre. Et c'est aussi en trouvant cet équilibre que généralement on est bien dans le travail. Et c'est vrai que là, les résultats du deuxième chapitre, et donc de l'enquête qu'on a fait avec Awake, on constate que c'est un critère qui n'est pas forcément dans les premiers critères.
je crois qu'il arrive en 9e ou 10e place sur le panel global, ce qui est quand même assez loin je crois il y a une quinzaine de réponses possibles sur la question vraiment de pourquoi j'accepte une offre. Il y a plusieurs hypothèses que ça suscite. Déjà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Donc, typiquement, tu l'évoquais, mais le salaire, les tâches, le fait qu'elles soient intéressantes, ou en tout cas qu'elles correspondent à chacun. Et également le côté humain, équipe. Néanmoins, je pense que l'équilibre pro-perso est quand même important. Juste peut-être au démarrage de sa vie, c'est vrai qu'on est dans une phase où peut-être on a peu de pression, on a envie de découvrir le monde professionnel, donc on se donne à fond, etc. Et peut-être que ça évolue avec le temps. Et ça, c'est peut-être ce qu'on fait parce que c'est ce qu'on a observé. Il y a une réelle augmentation de ce critère au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on a plus d'expérience, donc en lien avec l'âge. Et c'est vrai que c'est probablement pour ça, encore une fois, avec Raphaël, on a fait pas mal d'hypothèses. Et je veux juste le préciser que c'est une étude qui est notamment qualitative. Et donc, du coup, c'est surtout des chiffres. Et on a ensuite aussi apporté notre regard terrain à ce sujet. Ok. Parce que c'est vrai que moi, j'avais un peu ce truc en tête de quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais ultra chaud de bosser tard, de vraiment prouver ma valeur. Genre, je suis là et j'ai bien raison d'être là. Et regardez, je suis hyper compétente. Il y a des déplacements à faire. C'est pas grave, je vais les faire. Vous allez voir, je peux tout faire de front. Là où aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai pas du tout le même sentiment. J'ai pas du tout le même regard. Travailler tard, si j'ai fini mon taf, à la limite, si je peux rentrer chez moi, dépenser un petit peu de charge mentale pour reprendre plus tard. J'ai l'impression en grandissant que j'ai moins ce truc à prouver. Ce qui est aussi intéressant pour revenir sur ce que tu dis, sur cette question de l'équilibre pro perso, il y a aussi, je pense, et ça a évolué pour le coup, une vraie démocratisation de la santé mentale, du bien-être au travail, qui s'est développée beaucoup avec le Covid. Encore une fois, parce que le Covid a été une période très compliquée. Et c'est vrai que même dans mes entourages, dans mes cercles, j'observe beaucoup de personnes jeunes et aussi adultes qui sont en arrêt maladie, moins jeunes. Et c'est vrai que pour moi, pour le coup, ça concerne tout le monde et c'est des vrais sujets. Et je pense qu'ils ont été démocratisés, entre guillemets, grâce à la pandémie. Et que du coup, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et donc, peut-être que du coup, les choses vont évoluer. Et qu'au fur et à mesure, on va plus en plus se poser cette question-là dès le démarrage de sa carrière professionnelle et ce sera une bonne chose. Potentiellement, se dire que si tout le monde a besoin de retrouver un bon équilibre et de ne plus faire des choses qui n'ont aucun sens, des horaires où ça n'aurait aucun sens de repartir à une heure particulière ou d'arriver à une heure particulière alors que personne t'attend pour tenir à une convention ou tenir à des traditions, sûrement que si tout le monde se dit et si on arrêtait de faire comme ça, qu'est-ce que ça ferait, ou si en tout cas si on arrêtait de l'accepter, ça va aussi sûrement faire changer les habitudes et du coup redemander à mettre plus de sens et retravailler les habitudes. Donc ça peut être très chouette. Qu'est-ce que c'est les next steps pour vous maintenant, après ce chapitre 2? Du coup, les next steps, déjà, c'est de continuer à publier des chapitres donc sur cette enquête, précisément enquête jeunesse et recherche d'emploi. Notamment, on a adoré faire le partenariat avec Awake et on a vraiment envie de s'associer à d'autres structures. Et c'était un nouveau format pour nous. On le testait aussi cette année et c'est un vrai succès. Et ça nous fait du bien aussi de découvrir d'autres structures, de travailler avec des structures qui ont les mêmes convictions que nous, qui portent également le sujet. Donc, on a vraiment envie de continuer ce système d'association et de créer d'autres chapitres. On a un chapitre notamment qui est prévu avec Life Project for Youth, qui est une association qui accompagne les jeunes de bidonville à s'insérer. Et eux, ils sont dans différents pays, à la fois au Liban, à la fois en Asie du Sud et de l'Est, en Inde, aux Philippines, dans beaucoup de pays. Donc ça va nous donner vraiment cette perspective au-delà des frontières françaises qui est hyper intéressante. Et ils ont accès à beaucoup de jeunes, donc ça va être très intéressant de les questionner. Donc on va continuer à la fois dans ce sens-là, à la fois la publication d'autres chapitres. Notamment, on ira forcément sur la question de l'orientation, je pense, interroger les élèves vraiment sur comment ils perçoivent le monde professionnel et quelles pourraient être les solutions un petit peu clés pour les accompagner sur cette réflexion de projet professionnel. Et ensuite, il va vraiment y avoir un sujet de comment passer de l'idée à l'action,
Généralement, tous nos ateliers, tous nos ateliers sont nés d'études et donc on aimerait en créer des nouveaux. On aimerait aussi vraiment réfléchir à des projets pour prendre à bras-le-corps la question de l'orientation, la question de la recherche d'emploi chez les jeunes. Ok, plein d'opportunités à saisir, tout à construire. Ok. Comment on peut suivre les actualités du coup de Youth Forever, de ce qui est à venir? Comment est-ce qu'on peut être sûr de ne rien rater? Je sais que vous êtes très actifs sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses qui passent justement, mais où est-ce qu'on peut vous suivre en général? C'est ça, on a une page LinkedIn assez tenue à jour. On a aussi un compte Instagram un peu moins actif, mais on y partage aussi des petites actualités. Et aussi, on a une newsletter. Donc newsletter Youth Forever que vous pouvez retrouver sur Substack. Okay. On est en train de mettre à jour notre site. Si vous voulez aller fouiller ça aussi, ça devrait être publié là dans les prochains jours. Ok, mais franchement, c'était trop chouette de pouvoir parler un petit peu plus, donner un peu plus de contexte au travail qu'on a fait ensemble. C'est vrai que ça a été un gros travail aussi de notre côté de récolter toutes les données, de les mettre en forme, de les nettoyer pour certaines. Et ça a été en même temps très intéressant d'avoir sur le terrain du côté de Wake le retour des étudiants en direct quand ils répondaient au questionnaire. Ma peur à moi, c'était qu'ils n'aient pas vraiment envie de le faire et qu'ils rebroussent chemin en disant « Ouh là là, ça me demandait 2 minutes de ma vie, je vais squeezer ». Et j'étais ultra agréablement surprise de voir la qualité des réponses qu'il y avait aussi, que ce soit dans réponses autres ou dans des précisions par rapport à certaines choses. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette à faire comme expérience et nous, ça nous a donné de bonnes idées pour la suite. On s'est aussi rendu compte de la force de communication qu'on avait. Ça a été sur le mois de septembre et d'octobre, plus de 5000 répondants. Donc 5000 jeunes qui ont pris du temps pour eux à la fin d'un cours, donc avec l'envie très très forte de partir, de remplir 2 minutes de questionnaire. Et ça, c'était pas forcément gagné d'avance. Donc nous, c'était aussi un pari. Et sur ça, je dis aussi vraiment un grand merci aux The Waker facilitateurs qui ont pensé, pris le temps et motivé les jeunes à remplir ces questionnaires-là. Donc merci pour ça. Et je suis trop heureuse maintenant de voir, vous allez voir le rendu est canon, de voir le rendu de l'étude qui vraiment rend un grand merci à tous les étudiants qui ont répondu et qui ont permis de donner ces graphes, ces analyses-là qui, je trouve, ont été top, vraiment. Oui, pour revenir sur ce que tu dis, un grand merci aussi à l'équipe Awake, à tous les jeunes qui sont mobilisés pour répondre à cette étude. On a réussi à récolter près de 6000 réponses, un peu moins. Et c'est un énorme succès pour nous, pour notre observatoire aussi. Donc, un grand merci à tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment très, très chouette. J'espère, pour résumer un petit peu, que vous qui écoutez, vous aurez un petit peu des pistes de comment est-ce que vous pouvez répondre à vos clichés concernant l'emploi et les jeunes. Que la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un à table vous dire de toute façon, il cherche que sur LinkedIn ou de toute façon, il ne cherche que sur Snapchat, vous verrez que c'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de liens entre les jeunes et le monde extérieur pour chercher du taf. Merci beaucoup, Lou et Raphaël. Et puis, à bientôt. Merci, à bientôt, salut. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci de votre écoute sur ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le partager autour de vous à des gens que ça pourrait intéresser, qui sont eux aussi dans de la quête de sens. Pour nous retrouver, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, aussi voir nos actualités, nos infos sur nos modules et sur qui on est sur www.ewake.org. N'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast et potentiellement en commentaire nous dire quel sujet vous aimeriez voir dans un prochain podcast. À très vite dans le sens au carré.